webinaire Osez votre MOOC d'entreprise. Je suis Aude Delachery, directrice associée de FEFOR, et je vous remercie à tous pour votre participation nombreuse. Et je remercie également nos deux intervenants que je vais laisser se présenter en deux mots. D'abord Xavier peut-être? Oui, bonjour. Écoutez, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je suis l'un des fondateurs de Vodéclic et son président également. Voilà, donc on a beaucoup échangé avec Michel pour préparer ce livre blanc et je présenterai des éléments de réflexion après la présentation de Michel. Voilà, à tout à l'heure. Merci. Bonjour à toutes et tous. C'est plaisir partagé aussi avec Xavier de vous recevoir. Vous êtes très nombreux en ligne, près de 500 inscrits pour ce webinaire. Donc, je suis Michel Diaz, je suis directeur associé de FEFOR et directeur de la rédaction de e-learning Letter. Je laisse de nouveau la parole à Aude. Oui, donc comme vous l'avez compris, en fait, ce webinaire sera réparti, divisé en trois parties. Donc une première partie, restitution du livre blanc Osez votre MOOC d'entreprise par Michel Diaz. Une deuxième partie de Xavier Sillon sur des cas pratiques Vodéclic. Et puis on vous laissera la parole en fait par des questions-réponses que vous pourrez poser tout au long du webinaire. Donc je vous rappelle un peu le mode d'utilisation de votre panneau de configuration. Vous avez la possibilité d'utiliser, d'écouter en fait ce webinaire, de suivre ce webinaire par le mode téléphone ou le mode microphone, mais vous serez de toute façon toujours en son coupé. Donc micro coupé de votre côté. Donc la seule façon de pouvoir communiquer avec nous, c'est par le système de questions. De nous envoyer vos questions tout au long de la séance et nous les traiterons à la fin du webinaire. Voilà, donc un dernier point que je voulais vous rappeler, c'est que le livre blanc vous sera envoyé d'ici quelques jours par les équipes de Vodéclic. Donc voici pour les aspects pratiques et je laisse tout de suite la parole à Michel pour sa présentation. Merci Aude. Alors, le sujet MOOC d'entreprise. Ça fait un certain temps que je travaille là-dessus et j'accorde beaucoup d'importance à ce thème dans la mesure où je considère que ce n'est pas une mode passagère, même si vous avez été toutes et tous frappés par le nombre d'articles paraissant dans toutes sortes de presse spécialisées, généralistes, etc. sur les MOOC. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait le buzz. Bon, c'est pas pour moi une mode passagère, c'est quelque chose qui est une vraie rupture. On va essayer de s'en expliquer dans ce webinaire et c'est ce qu'on a essayé de mettre en avant dans le livre blanc. Alors, Xavier le disait, ce livre blanc, il provient largement d'échanges qu'on a eus avec Vodéclic, que je considère comme étant être le leader de l'apprentissage bureautique 2.0. Xavier dira plus tard s'il est d'accord avec cette présentation. Et pour moi, Vodéclic, que je suis dans mon portefeuille de société analysée depuis maintenant 5 ans, c'est une société une plateforme qui, par bien des côtés, ressemble à un MOOC d'entreprise. Et justement, c'est ces échanges autour des MOOC et de Vodéclic qui a donné la richesse du livre blanc. Alors, je disais, ce n'est pas une mode, c'est une rupture. C'est surtout pas un exercice théorique que ce MOOC d'entreprise ou cette thématique, dans la mesure où, ça y est, c'est non seulement en phase d'expérimentation, mais même de généralisation dans les entreprises, en tous les cas dans les entreprises anglo-saxonnes qui sont moins sujettes aux préjugés que les nôtres peut-être, et souvent plus libres de leur mouvement. Alors je vais citer des grands noms évidemment, comme Intel, qui utilise les MOOC pour l'intégration des nouveaux employés. Je pourrais citer Yahoo, intégration de la formation au poste de travail grâce au MOOC, Google et d'autres, mais ce ne sont pas seulement des entreprises dans la sphère de la high-tech ou du web, ce sont aussi des entreprises plus traditionnelles, comme Bank of America par exemple, qui va maintenant utiliser les MOOC en relation avec la Khan Academy, qui est une des premières plateformes de MOOC au monde, pour promouvoir sa marque, son marketing, etc. Donc c'est tout sauf un sujet théorique, et je pense que nous verrons les MOOC d'entreprise naître et démarrer en France très rapidement. C'est déjà le cas dans certains endroits. Je pense au passage immédiatement à la plateforme Solermi de Orange, qui vient d'être lancée récemment. Orange est sans doute prochainement un des grands acteurs du MOOC s'il donne suite et corps à cette belle ambition de la plateforme de MOOC Solermi. Alors, peut-être un rappel sur ce que j'appelle la formation dans la tempête. Je ne vais pas trop insister là-dessus parce que
celles et ceux qui participent à mes conférences ou mes webinaires connaissent ma position, mais grosso modo, on est sorti d'un monde où la formation était là finalement en appui d'un consensus social, chacun étant tranquillement de son côté, le stage événement qu'on déroule une fois par an ou tous les 2 ou 3 ans pour les salariés méritants, etc. Évidemment, on sort de cela, la réforme de la formation professionnelle le dit haut et fort, et on demande à la formation de créer de la valeur. Alors créer de la valeur pour les apprenants, pour les salariés, créer de la valeur pour les métiers, mais au fond, ce qu'on lui demande maintenant, c'est d'assurer une sorte de prime à l'opérationnalité, c'est-à-dire d'aider à résoudre des problèmes, d'aligner les compétences sur les marchés, etc. On verra avec vos déclics dans quelle mesure, d'ailleurs, cela concerne aussi la bureautique. Avec évidemment des responsables formation qui sont un petit peu sommés aujourd'hui de mettre en œuvre des dispositifs capables de déployer cette stratégie. Et ce sont forcément des dispositifs qui vont au rythme des affaires, c'est-à-dire capables de servir beaucoup plus vite dans des cycles beaucoup plus étroits, resserrer les besoins du business et des apprenants que dans le long fleuve tranquille de la formation, je dirais, à l'ancienne. Ce sont aussi des dispositifs qui doivent répondre aux attentes de ces nouveaux consommateurs de formation. Il y a aujourd'hui, comment dirais-je, un gommage complet, d'une certaine façon, entre la vie privée et la vie professionnelle. On utilise tous les mêmes outils. Au fond, avant presque d'être un salarié et un particulier, on est peut-être déjà et avant tout un internaute, voire un mobinaute, où nous allons chercher les ressources sur le web avec nos smartphones, nos ordinateurs portables, etc. Donc on est des consommateurs, et on est devenus des consommateurs de formation. Les responsables de formation doivent délivrer des dispositifs qui se comparent quelque part à cela. C'est en fait sur ce terreau fertile que les MOOC sont en train de, comment dirais-je, de pousser. Ça vaut pour la formation professionnelle continue, comme ça vaut ô combien, évidemment, pour le monde de l'éducation. De ce point de vue-là, les ruptures en cours dans la formation continue vont apparaître bientôt, et finalement, elles sont le prolongement de ruptures qu'on est en train déjà de voir dans la formation professionnelle continue. Alors, est-ce que les responsables formation sont conscients de cela? Bien entendu. Voici deux graphiques qui sont sortis de 2 études différentes de FEFOR, qui ont moins d'1 an chacune. D'abord, ils sont conscients des enjeux de la formation, alignement des compétences et support à la performance opérationnelle restent pour eux et de très loin les principaux enjeux. Et puis alors, surtout, ils sont aussi conscients qu'il n'y a aucune, finalement, incompatibilité entre le fait de développer les salariés et de développer les métiers. Alors, est-ce que maintenant, le e-learning et le blended learning traditionnel, puisque les MOOC finalement viennent sur un terrain déjà un petit peu encombré, est-ce qu'ils peuvent répondre à cela? Bon, je pense que c'est loin d'être aujourd'hui le cas et qu'il y a un phénomène de lassitude par rapport à ces dispositifs qu'on peut déjà qualifier de traditionnels, presque comme le présentiel d'une certaine façon. Bon, les modules e-learning, souvent trop longs, avec des scénarios indigents, cette mascotte infantilisante, un design pédagogique et graphique vieilli, etc. C'est parfois même l'avis des créateurs de ce type de module. Bon, du coup, on comprend un peu le succès du rapid learning. Tant qu'à avoir une qualité à peu près médiocre, finalement, autant payer le prix le plus bas et autant ne pas dépendre de ses fournisseurs. Donc, on a vu beaucoup se développer le rapid learning dans les entreprises. Ceci dit, ce n'est pas ce que j'appelle la pédagogie PowerPoint qui va particulièrement engager les apprenants dans leur formation. Alors, le blended learning là-dedans, c'est pareil, c'est une simple adjonction finalement, de modules e-learning et de stages. Et il est d'une certaine façon doublement médiocre, à la fois par la qualité moyenne des ressources qui sont utilisées, et finalement par le type d'assemblage très linéaire qui est proposé. Donc je pense qu'il évolue bien entendu, et il évolue notamment en essayant de rentrer, de se mettre en correspondance, en cohérence avec des dispositifs d'apprentissage sociaux, d'apprentissage informel, etc., de type 70-20-10. On en a déjà souvent parlé. Qu'il s'appelle d'ailleurs digital learning ou blended learning ne change pas grand-chose. C'est vrai qu'il évolue, mais je pense qu'une de ces actualisations les plus prometteuses, c'est justement les MOOC. Alors MOOC, pourquoi? MOOC pour Massive, Open, Online et Course. On va essayer de traduire
un petit peu de quoi il s'agit. Alors, déjà, le terme de massif. On relève souvent qu'il est massif par le nombre de personnes qu'il concerne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on prend les chiffres de l'Open University, par exemple, il est dit que les MOOC ont en moyenne 20 000 inscrits. C'est considérable. Mais les MOOC les plus importants vont jusqu'à 200 000 inscrits, ce qui est tout aussi, évidemment, frappant. Alors, ce sont des cours, comment dirais-je, des dispositifs qui sont aussi massifs par le nombre de cours maintenant qui sont disponibles. C'est-à-dire que grosso modo, il faut quand même considérer qu'aujourd'hui, compte tenu des grandes marques d'éducation qui se sont installées, qui entrent en force sur le marché, aussi bien aux États-Unis, le MIT, Harvard et d'autres qu'en France, Polytechnique, HEC, etc. On a là des institutions qui sont capables de couvrir la totalité des champs du savoir, y compris du savoir pratique dans les entreprises. D'ailleurs, on a vu un certain nombre d'organismes de formation et de pure player e-learning essayer de passer des accords avec plus ou moins de bonheur avec des grandes institutions d'éducation. Là, ça y est, quelque part, le loup était entré dans la bergerie. Et bien là, il y est avec des grandes institutions, évidemment, qui ont des catalogues tout à fait considérables. Ce sont aussi des dispositifs qui sont ouverts parce que finalement, s'y inscrit qui veut. Bon. Alors, évidemment, il y a une conséquence à ça, c'est le taux d'abandon qui est extrêmement important puisqu'on considère que, grosso modo, c'est 5 à 10% des apprenants qui vont jusqu'au bout de leur parcours. Ben, je dirais la belle affaire. En quoi c'est gênant? Pas du tout. D'abord, comme dans des tas de cours ou universités, il y a des gens qui viennent là en auditeur libre qui ne sont intéressés que par une partie des savoirs qui sont diffusés, qui n'ont pas du tout l'intention d'aller jusqu'à la certification. Et puis, il y a une autre chose qui est à prendre en considération, c'est que quand on voit le nombre d'inscrits dans ces MOOC, évidemment, on a des proportions de certifiés qui sont relativement faibles, mais en valeur absolue, ça donne des résultats qui sont tout à fait considérables. Et quand je dis 5 à 10%, c'est sans parler de certains MOOC, je pense notamment à celui de Rémi Bachelet de Centrale sur la gestion de projet, qui est un des MOOC les plus célèbres en France, où les apprenants sont allés dans un taux de 30, 35 à 40% jusqu'au bout de leur certification. Donc, ouvert, évidemment, largement aussi, en liaison avec le web. Il est clair que les MOOC, finalement, c'est un avatar, un des nombreux avatars du cloud, et c'est ce qui le rend fortement accessible. Je ne vais pas traiter ici d'ailleurs la question du design, on en parle dans le livre blanc, parce que j'en parle par ailleurs assez souvent, mais c'est très clair aussi qu'elle mériterait un livre blanc à plein titre, je dirais, dans la mesure où aujourd'hui, les apprenants sont habitués à ce design web et c'est ce que leur apportent les MOOC. Et quand vous comparez les ressources e-learning traditionnelles des dispositifs LMS qu'on trouve dans les entreprises et ce que proposent les MOOC, on est évidemment dans quelque chose de bien différent. Alors, le quatrième terme, CARS, pour cours, et donc ça me donne l'occasion de parler des XMOOC et des CMOOC. Alors, si on prend la définition de Wikipédia, les XMOOC visent à valider les compétences acquises en délivrant un certificat de réussite, alors que les CMOOC, eux, ont des objectifs d'apprentissage ouvert et des contenus largement créés par les apprenants eux-mêmes. Donc là, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que d'abord, il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux, d'incohérence. On peut très bien avoir un MOOC qui soit à la fois un XMOOC et un CMOOC. Je parlais du MOOC de Rémi Bachelet, c'en est un bon exemple. On commence en mode XMOOC avec des parcours assez structurés. Ça correspond finalement à la formation formelle, à ce qu'on appelle le push un petit peu dans l'entreprise, et puis des formations beaucoup plus libres, en libre service, qu'on va appeler le pool en entreprise, et donc il n'y a pas d'incompatibilité là-dedans. Effectivement, ce débat push et pool est très intéressant parce que je crois que c'est un débat qui va prendre de l'importance dans l'entreprise. Quelle est la part de liberté qu'on laisse à l'apprenant dans ses apprentissages? Quelle est la part de ce qui est poussé par l'entreprise, notamment de ce qui est rendu obligatoire par les parcours de conformité, la mise en conformité réglementaire, etc. Et de ce point de vue, l'entreprise a tout intérêt, évidemment, à s'inspirer de la façon dont les MOOC résolvent en quelque sorte harmonieusement cette dichotomie. Alors, les responsables formation, de nouveau, dans les entreprises sont conscients de cela, puisque ça, c'est un slide qui est tiré d'une étude FEFOR ANDRH, qui date d'un an environ, sur comment on apprend en entreprise. Et vous voyez qu'à côté du présentiel, on parle beaucoup de projets, de missions transverses, de coaching, au poste, mentoring, etc.
Bref, il y a une grande diversité d'apprentissages et notamment de choses qui ressortent aussi du pool, comme on peut le voir à l'intérieur. Alors, j'en profite très rapidement pour, je parlais de l'Open University tout à l'heure, chaque année, l'Open University édite les tendances fortes de la pédagogie, des innovations pédagogiques dans le monde. Le MOOC apparaissait la première des 10 grandes tendances. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais ce qui est intéressant c'est que là, vous avez les 5 tendances parmi les 10, donc et dans l'ordre exact, 1, 2, 3, 4, 5, les 5 premières tendances. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai publié aujourd'hui dans le format guide un article là-dessus d'ailleurs, les tendances badge, Learning Analytics, Seamless Learning, Grow Learning, c'est-à-dire les badges qui vont donner de la visibilité aux compétences qu'on peut avoir de façon formative tout au long de sa formation. Les Learning Analytics avec ce Big Data, c'est-à-dire la façon d'analyser et de faire de l'analyse prédictive sur les grandes quantités de données issues finalement de la formation. Le Seamless Learning, c'est-à-dire la continuité des apprentissages. On passe de son smartphone à sa tablette, à son ordinateur, etc., chez soi en déplacement ou autre. On retrouve les parcours où on les avait laissés. Et puis le crowd learning, c'est-à-dire l'apprentissage par la foule, qui est une espèce d'expression très haute, en quelque sorte, du social learning, lorsqu'on parle de nombre d'apprenants extrêmement grand. Eh bien, toutes ces innovations ont à voir avec les MOOC, et c'est ça qui rend évidemment les MOOC aussi disruptifs. Une chose très importante concernant les MOOC, peut-être la plus importante de toutes, au moins sur les CMOOC, c'est qu'ils ont réussi à résoudre, en tous les cas c'est ainsi que je le vois, une partie du problème que les entreprises rencontrent en essayant de mettre en place du social learning, ce qu'elles n'ont pas tout à fait réussi à faire, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je pense que là, le social, pourquoi est-ce que ça fonctionne? C'est parce qu'il y a une orientation apprentissage sur finalement un périmètre limité, des connaissances, des compétences à acquérir, une durée limitée dans le temps, quelques semaines en général pour la durée d'un MOOC. Et je crois que ce sont des dispositifs qui sont capables d'engager dans le social learning des milliers et des milliers de personnes. Donc il y a là des facteurs très concrets. Un autre facteur concret, on parle de T-MOOC pour de task MOOC, c'est-à-dire des MOOC orientés sur les tâches. Jean-Marie Gilliot parle de e-MOOC pour les MOOC par investigation. Mais en fait, on a une pédagogie qui est extrêmement riche, très souvent autour du projet, d'ailleurs, de la notion de projet. Et si on revenait au slide précédent, on verra à quel point le projet a de l'importance pour développer les compétences dans l'entreprise. Et donc, je pense que là, les MOOC offrent un modèle efficient à ces entreprises qui veulent développer une stratégie numérique d'apprentissage collaboratif. Je ne vais pas rentrer dans les exemples, mais je pense en particulier à un exemple qui est l'exemple de l'université de Virginie qui a lancé un MOOC sur les bases du business, qui a réussi à réunir 90 000 participants effectifs provenant de 143 pays et qui ont tous travaillé sur une centaine d'études de cas d'entreprise. Alors ce qui est très intéressant, c'est que le MOOC est très orienté problem solving, résolution de problèmes, au point d'ailleurs que 60% des entreprises qui avaient fourni des études de cas ont été tellement intéressées par les contributions des équipes de ces MOOC qu'elles ont émis le souhait de poursuivre, ce travail. Et donc on voit que le MOOC là est aussi la possibilité d'ailleurs de recruter, on pourrait en parler longuement, c'est un outil de recrutement qui peut se révéler formidable. Alors, une autre chose intéressante, c'est l'évaluation et la certification. Alors, l'évaluation, pour moi, c'est un chantier prioritaire pour les responsables de formation. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, on ne peut plus s'abriter derrière des formules, des plaisanteries un peu paresseuses du type « la formation coûte cher, essayez donc l'ignorance ». Donc, effectivement, on est de plus en plus dans des dispositifs qui vont s'évaluer. On a affaire à des apprenants qui expriment ce besoin d'évaluation et de certification, notamment à travers leur demande de parcours certifiant, qui prennent de l'importance dans les entreprises. On sait que c'est une tendance forte. Et au fond, ce qui est intéressant, c'est que les MOOC offrent là aussi des propositions en termes d'évaluation de certification qui sont très intéressantes, à la fois formatives, je le disais, grâce au badge, donc vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout de votre certificat. Alors évidemment, le certificat en plus, quand il vient d'Harvard, d'HEC ou autre, vous doutez bien que les apprenants
pas un diplôme à proprement parler, mais vous avez effectivement la possibilité d'utiliser aussi les badges. Bref, je pense que là aussi, source d'inspiration pour les entreprises. Alors le cas pratique Vodéclic, et je ne terminerai pas là-dessus, mais presque. Alors justement, Vodéclic, pour moi, c'est une société qui figure dans notre portefeuille d'analyse, je le disais depuis l'origine, et qui a beaucoup du MOOC finalement. D'abord 1,5 million, 1,1 million, je crois, Xavier me confirmera sans doute, d'utilisateurs en silence. On n'est pas très loin des 6 millions d'utilisateurs de Coursera, qui est la première plateforme de MOOC au monde. 16 000 ressources en ligne, ça aussi, ça me frappe. De même façon que me frappe l'ouverture qui est rendue possible par un système de prix tout à fait intéressant et qui évite à l'entreprise de se poser la question de savoir qui est-ce que je dois abonner ou pas au service. Bon, il y a beaucoup d'autres choses, telles que notamment le 100% en ligne, mais aussi le fait que ça s'articule bien avec des formations présentielles pour des petits groupes, à travers ce qu'on appelle les SPOC, Small Private Open Course, donc ce qu'on voit un petit peu se développer dans les universités américaines avec finalement le phénomène de classe dite inversée. Alors certes, c'est plus un XMOOC quelque part, Vodéclic, qu'un CMOOC, mais il y a là quelque chose d'intéressant. Et puis alors, j'ai trouvé aussi intéressant cette idée de switch horaire, c'est-à-dire le principe selon lequel l'entreprise va abonner l'ensemble de ses salariés finalement à ce type de plateforme, mais les salariés vont pouvoir utiliser pendant les heures de bureau les contenus bureautiques qui vont servir à leur performance bureautique et leur productivité d'entreprise, et pendant leurs loisirs, leurs week-ends, etc., tous les autres contenus qui sont des contenus ludiques sur des outils qui ne sont pas des outils à titre professionnel. Il y a là aussi un travail sur la notion de... Ah, ça c'est la cavalerie qui me menace, il faut que je termine rapidement. Il y a donc un travail sur le gommage entre vie privée, vie particulière, vie professionnelle, que je trouve tout à fait intéressant, moderne, en tous les cas typique des MOOC. Alors, juste, votre premier MOOC, on le détaille suffisamment dans le livre blanc pour que vous puissiez effectivement vous y ramener, mais d'ailleurs, on parle de cours ici, c'est-à-dire Corporate Open Online Courses, au fond des MOOC pour entreprises. Alors, si j'avais quelques conseils à vous donner à l'issue de ce petit parcours, je dirais, ça vous permet de mettre en place déjà, parce que ça va être l'essentiel, une fonction de veille qui est tout à fait majeure dans les départements formation aujourd'hui, et en lien d'ailleurs avec la notion de curation. Avec les MOOC, vous allez avoir la possibilité de structurer cette fonction, c'est-à-dire d'identifier les principales offres par domaine de formation, les institutions qui les délivrent, les enseignants impliqués, les certifications possibles, la charge de travail pour le salarié, les travaux qu'il doit rendre, la date de début, la date de fin, etc. On imagine là effectivement un tableau, une sorte de matrice au fond, d'aide à la décision qui permettrait d'être alimenté en permanence finalement par les nouveaux MOOC qui sortent et de créer finalement une espèce de catalogue de MOOC pour l'entreprise. Autre conseil pour le responsable formation, le MOOC, ce n'est pas quelque chose de théorique. Aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire et suivre autant de MOOC que vous voulez. Notamment, vous allez sur France Université Numérique, la nouvelle plateforme Fun qui a été lancée à grand renfort de pub. Il y a un MOOC qui s'appelle « Apprendre à créer, à monter votre premier MOOC » et qui va démarrer prochainement. Eh bien, je conseille aux responsables formation d'aller sur ces MOOC pour finalement voir en quoi ça consiste et même, pourquoi pas, aller jusqu'à la certification. Bien entendu, la curation dont je parlais peut utiliser des outils de type Paperly ou Scoopit ou autres, des outils à proprement parler de curation, mais je pense qu'on va voir très rapidement se développer des outils de curation spécifiquement dédiés au domaine des MOOC. Et puis, cette veille, évidemment, c'est intéressant, mais elle suppose qu'à un moment donné, on passe aux opérations, c'est-à-dire à lancer finalement les premiers essais. Bon, je suis persuadé qu'avec l'offre de MOOC que vous trouverez un petit peu partout maintenant, et quelques pionniers qui sont prêts et qui ne demandent que ça dans l'entreprise, de décrocher une petite certification d'une grande université ou école et d'aller aider le responsable formation à tester ses possibilités, je pense qu'il ne devrait pas y avoir trop de difficultés là-dessus, ce d'autant plus que la question, on en parlera peut-être dans les questions d'ailleurs, mais de la plateforme ne se pose pas, on est en mode cloud ou autre, il est extrêmement simple de s'inscrire sans remettre en cause la gouvernance informatique générale de l'entreprise. Et puis évidemment, comme je vais laisser la
ce serait d'aller directement, par exemple, vers la bureautique. Oui. Xavier, alors je sais qu'on avait prévu un sondage, mais peut-être est-ce qu'on le verra à la fin, peut-être est-ce que tu peux prendre la parole maintenant. Oui, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Michel. J'ai une petite présentation. Avant de la démarrer, je voudrais rebondir sur 2-3 choses dont tu parles. Effectivement, tu nous suis sur le marché depuis qu'on y est arrivé. On est arrivé sur le marché, on débutait début 2009. Et c'est un peu une anecdote parce que c'est un salon qui revient dans quelques jours. On est allé à e-learning expo présenter notre offre. À l'époque, notre offre était plutôt quelque chose de visionnaire avec moins de choses tangibles que ce qu'on a proposé aujourd'hui. Nous avions un petit peu moins de 1000 formations sur une quarantaine de logiciels. Et ce qu'on proposait aux entreprises, c'était de leur dire, écoutez, arrêtez de chercher à choisir et à identifier qui peut, qui doit se former sur les nouvelles technologies. Tout le monde doit y avoir accès, c'est quelque chose d'essentiel. Et on faisait un comparatif en disant, finalement, nous sommes à la formation en bureautique ce que sont les Deezer, Spotify et la musique en ligne. Donc je vous rappelle que ces offres, c'est 10, 15, 20 millions de chansons à écouter en ligne, quand on veut, comme on veut, en échangeant avec des autres apprenants. Moi, j'appellerais ça des MOOM, Massive Online Open Music. Eh bien, on est arrivé sur le marché de la formation en ligne il y a 5 ans et les Cassandres, les spécialistes, les observateurs nous ont expliqué parfois avec des mots très très durs, mais ce n'est pas de la formation ce que vous proposez, ce sont des petites vidéos de quelques minutes, on ne peut pas ouvrir un dispositif à tout le monde, il faut savoir pour qui, quand, comment, dans quelle logique, et puis tout ça étant totalement en ligne, non, ce n'est pas de la formation professionnelle, restez où vous êtes sur le marché des particuliers. Donc à l'époque, on nous disait, mais non, vous n'êtes pas de la formation professionnelle, et certains nous disent aujourd'hui, mais non, vous n'êtes pas un MOOC, ça n'a absolument rien à voir. Mon objectif aujourd'hui, c'est pas de vous expliquer qu'on est un MOOC, qu'on ne l'est pas, c'est pas de vous expliquer qu'on fait du e-learning ou qu'on ne fait pas de e-learning, c'est vous expliquer ce que l'on fait et en quoi proposer une solution qui est ouverte à tout le monde en ligne et qui est de la pédagogie. Si vous voulez l'appeler un MOOC, eh bien, vous appelez vos déclics un MOOC, mais en tout cas, ça a des vraies vertus pour vos organisations. Alors, tout ça, c'est bien, mais je voudrais vous présenter quelques chiffres pour vous dire que ce que l'on a fait ces 5 dernières années, ce sont des choses très concrètes. Il y a 5 ans, en 2009, on n'avait quasiment pas d'utilisateurs. On a dépassé le million en fin d'année dernière. Et ce million d'utilisateurs est réparti principalement dans des entreprises de taille très importante parce qu'on a un catalogue global extrêmement important. On est passé de 1000 à 16 000 formations en 5 ans. On couvre quasiment 350 logiciels, apps et services en ligne différents. Je reviendrai un peu sur ce qui se passe dans le monde de la bureautique. Il y a 5 ans, notre solution était en une langue. Aujourd'hui, elle est en 6 langues. Et puis, on a une équipe qui a grossi. On est parti de zéro. Hein, donc, on est encore une start-up, je ne sais pas. Il y a 7 nationalités différentes. Et on travaille d'arrache-pied tous les jours pour construire une solution qui amène de la performance et de la productivité aux entreprises. Eh bien, sur les 5 dernières années, notre chiffre d'affaires, vous pouvez le vérifier hein, sur le greffe, on publie nos comptes. Donc, notre chiffre d'affaires est d'1,4 million en 2013. Et avec une croissance très significative. Et notre métier, c'est de commercialiser notre solution. Donc quasiment 100% de ce chiffre d'affaires, ce sont des licences d'utilisation pour nos clients. 55-60% de nos clients sont des entreprises. 25% sont des bibliothèques, médiathèques, avec une dizaine d'universités françaises et francophones. Et un petit pourcentage résiduel est sur le marché des particuliers. Je voudrais partager avec vous un élément de vision qui est cette slide, vous allez la voir, c'est ce que tous les commerciaux de l'entreprise présentent à tous nos prospects, à tous nos clients. Pour la performance d'une entreprise, tous les salariés doivent accéder à la formation en bureautique et pas seulement ceux qui osent la demander. Et le challenge des MOOC, pour moi le vrai sujet dans MOOC, c'est le Open. Le challenge pour vous, Learning Manager, responsable formation, DRH, peu importe où vous êtes, dans des structures de taille petite, moyenne ou des grands comptes, le sujet, c'est l'ouverture à tous au
à la formation. Pourquoi ça a un intérêt dans le domaine de la bureautique? Parce qu'il y a un vrai problème, de compétences. Et là, toutes les études le montrent. J'en ai sorti 3 sur la slide suivante. Ce qui est intéressant dans ces 3 données, c'est que ce ne sont pas des études financées par des éditeurs de logiciels. Ce ne sont pas des gens qui ont quelque chose à vendre. La première, c'est l'Union européenne qui chaque année publie un baromètre qui s'appelle Digital Agenda Scoreboard. Sa version 2012 précise que sur tous les pays de l'Union, en moyenne, 47% des utilisateurs, donc des salariés, ne se sentent pas compétents dans l'usage des technos. Je ne pense pas que 47% de vos salariés dans vos organisations vous demandent à bénéficier d'une formation en bureautique. Alors, soit ils le n'osent pas, soit, vous m'entendez? Oui, soit ils ne le demandent pas parce qu'ils n'osent pas, soit parce que simplement, ils savent que votre façon de gérer votre organisation, vos objectifs en termes de pédagogie ne sont pas forcément adaptés, et peut-être aussi qu'ils n'osent pas parce qu'ils ont peur de demander et reconnaître qu'ils sont peu ou pas compétents dans les technos. Et ouais, mais souvent quand on parle de ces statistiques, beaucoup de nos interlocuteurs nous disent oui, mais les jeunes, la génération Y, tout ça, ils sont très très bons, ils sont nés avec un ordinateur, ils sont nés avec une tablette. Écoutez, il y a un chiffre qui est intéressant et il résume tout. C'est celui de l'éducation nationale dans le cadre d'un certificat qui est le C2I que chaque étudiant à l'université française sur les 3 années qui suivent le bac doit passer. D'accord? Le taux d'échec est de 64%. Si vous regardez concrètement qu'est-ce qui est demandé à ces étudiants en termes de performance sur les usages bureautiques au sens large, faire un texte avec un paragraphe, le marger à gauche, mettre une table des matières, faire un calcul simple avec un tableur, etc., etc. C'est extrêmement pauvre ce qui est demandé. Et pour autant, les étudiants sont en difficulté. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont peut-être très doués pour tweeter, pour skyper, pour whatsapper, pour facebooker, etc. C'est pas ça qui demain va leur donner un job et c'est pas ça qui va faire que vous allez les considérer comme performants pour les recruter dans vos organisations. Et selon IDC, 90% des emplois requièrent des compétences poussées. Je veux dire, même quand vous êtes dans le retail et dans la distribution, vous avez des devices, vous avez des technologies à utiliser. Donc la problématique de la compétence, si on la ramène aux 45 millions d'utilisateurs connectés en France, et il y en a quasiment 3 milliards dans le monde, il y a un enjeu de productivité et de performance dans les entreprises, et c'est à vous, Learning Manager, c'est à vous, responsable formation, de gérer ces problématiques. Alors maintenant, pourquoi ces problématiques et la bureautique a évolué ces dernières années? Il y a quand même 5 sujets clés à retenir. Je suis un peu provoquant, je vais parler de l'homme de Cro-Magnon de la bureautique. Eh oui, l'homme de Cro-Magnon, c'est celui qui, il y a 20 ans, travaillait dans une entreprise, n'avait pas d'ordinateur parce que ça n'existait pas. Il a fallu former des millions de gens, partant de zéro, aucune culture, aucune appétence, aucune utilisation personnelle, bref, un truc sidérant. Le présentiel à l'époque, c'était très bien. Voilà, il fallait former ces millions de gens. Mais celui qui n'a rien vu, jamais vu d'ordinateur de sa vie et qui ne sait pas ce que ça fait, ça a disparu. On a peut-être quelques-uns qui traînent. Certains beaucoup même de nos contacts commerciaux nous disent oui, mais nous, on en a encore quelques-uns chez nous. Mais justement, s'il en reste encore quelques-uns, ça démontre bien que par ailleurs, la demande est extrêmement importante. Aujourd'hui, la bureautique, c'est encore un logiciel qui est installé sur un ordinateur. C'est de plus en plus quelque chose qui s'accède en ligne dans son navigateur. Si vous avez Office 365, la dernière version d'Office de Microsoft, c'est le cas. Si vous êtes chez un concurrent Google Apps, c'est le cas. Si vous utilisez des logiciels de création multimédia comme Adobe Creative Suite, c'est le cas également. Donc la bureautique au sens large, c'est-à-dire tout ce qu'on a sur son poste de travail et qu'on utilise au quotidien, juste petit parallèle, je vais dire qu'il y a 5 ou 10 ans, vous aviez 20 compétences à connaître sur 5 logiciels. Michel parlait de seamless learning. Aujourd'hui, entre les devices, donc le matériel, les services en ligne, les applications, les apps, etc., vous avez 50 logiciels
ou services en ligne, etc., avec 50 compétences chacune. D'un côté, vous aviez 100 compétences à connaître, de l'autre côté, vous en avez 2500. La question, elle se pose, certes pour l'utilisateur, mais pour vous, responsable formation. Comment vous formez ces gens-là? Comment vous formez des utilisateurs de ce type-là? Avant, c'était assez simple, il y avait un carré, un PC, une licence Windows, une licence Office. Aujourd'hui, ce carré, il s'est transformé en puzzle ou en Rubik's Cube. Vous ne pouvez pas former les gens aujourd'hui face aux contraintes qu'ils ont technologiques comme vous le faisiez il y a quelques années. Il faut que vous inversiez votre façon de faire, et inverser votre façon de faire, ce qu'on dit nous depuis notre création, il faut passer d'une logique top-down, moi ton manager, moi ton learning manager, je sais ce sur quoi tu as besoin de formation, à une logique bottom-up, je te donne le pouvoir, toi utilisateur, de façon à ce que tu puisses te former sur ce qui t'intéresse. Donc mécaniquement, il y a les devices personnels, les gens ont envie de travailler potentiellement avec leur iPad perso, il y a le nombre d'applications qui explosent, comme je viens de le dire, tout ça, il y a une très bonne étude, allez voir sur le blog de Vodéclic si ça vous intéresse, qui a été faite par l'université de Twente et qui aboutit à un coût, mais qui est astronomique, de l'ignorance informatique. Et ça se compte en minute après minute par jour, où on ne sait pas faire, on demande à son voisin, on demande à un tiers, etc., etc. Donc pour nous, il y a une nouvelle ère, et cette nouvelle ère, elle amène des nouvelles solutions. Et là, on rejoint la notion de MOOC, hein, c'est l'utilisateur est roi. C'est lui qui décide. Combien de fois vous êtes-vous interrogé sur la motivation des apprenants? Ils veulent aller en formation, ils ne veulent pas aller en formation, ils sont intéressés, ils vont jusqu'au bout, ils ne vont pas jusqu'au bout. Michel en a parlé, c'est la même problématique sur les MOOC. Qui va jusqu'au bout? C'est une affaire de motivation. Mais quand vous avez des problèmes dans les usages quotidiens sur les technos, quand vous vous rendez compte que votre entreprise va changer, elle va rentrer dans une ère digitale, elle va rentrer dans le collaboratif, elle va mettre en place un réseau social, eh bien, il faut leur apprendre à travailler différemment. Et c'est ce qu'ils attendent. Les utilisateurs, ce sont des salariés, mais ce sont des personnes avant tout. Donc, ils veulent se former sur les sujets qui les intéressent, eux, pas vous. Pas vous. Vous ne savez pas ce qui les intéresse, eux. C'est eux qui vivent au quotidien leur technologie. Ils veulent se former à leur rythme. Et si leur rythme, c'est j'ai un problème, je cherche une réponse, j'ai besoin d'une solution, leur rythme, c'est mécaniquement pas l'unité de temps, de lieu et de sujet d'une formation présentielle totalement dépassée dans son mode de fonctionnement. Donc, si vous voulez que chacun de vos utilisateurs ait accès à la solution, à l'information pédagogique au moment où il en a besoin, il faut lui amener une solution qui fait qu'il n'a pas besoin de s'inscrire, qu'il n'a pas besoin de lever le petit doigt, qu'il est automatiquement éligible. Et c'est ça l'ouverture d'un MOOC. D'accord? Et il faut qu'il se forme quand il en a besoin. Donc, si quand il en a besoin, la solution que vous lui proposez, c'est patiente 2 mois pour aller en centre de formation, ou alors c'est une solution de e-learning traditionnel où il faut absolument Internet Explorer et être sur un PC, vous comprenez que si votre organisation elle est très tournée sur des technos poussés, du bring your own device, etc., il va y avoir un décalage colossal sur le sujet. Eh bien, nous, on a construit une solution. Je vais passer rapidement dessus parce que la vocation de ce webinaire n'est pas de vous parler de ce qu'on fait, mais plutôt de vous faire réfléchir. C'est une solution qui est dans le cloud, avec 4 briques. Une brique de formation et de référentiel qu'on développe en interne avec nos formateurs. On a plus de 16 000. Et je pense même qu'avant e-Learning Expo, la semaine prochaine, on sera à 17 000 puisqu'on en produit jusqu'à 1000 nouvelles par mois, 1000 nouveaux modules vidéo. Nos concurrents disaient, votre formation, c'est des petites vidéos de 3 petits points. Eh bien, la vidéo, depuis toujours, c'est notre discours, c'est le média pédagogique le plus simple et le plus rapide pour qu'un utilisateur capte ce message pédagogique. Eh bien, nous, on ne fait pas que 16 000 vidéos, on a greffé des services pédagogiques autour de ces vidéos avec des évaluations, de la certification, des évaluations qui permettent à l'utilisateur de se préparer à des certifications qui existent sur le marché. Ça, c'est pour la performance pédagogique de l'utilisateur. Vous, entreprise, vous avez besoin de 2 choses. Vous avez besoin d'éléments de reporting poussés, de pouvoir gérer tous ces utilisateurs et surtout de le déployer, de l'intégrer dans vos organisations, que ce soit avec un LMS ou sans LMS, etc., etc. Alors, moi, je voulais vous parler de 2 cas clients. 2 cas clients qui sont bien distincts en termes de taille. Tout d'abord, Thales. Thales, c'est le premier grand compte qui nous a fait confiance
en 2012. Il a fait un appel d'offres avec comme objectif de remplacer une solution du marché de e-learning assez désuète, basée sur des inscriptions, avec plutôt un modèle de j'ai des écrans PowerPoint avec des petites fenêtres. Michel parlait d'un petit personnage rigolo qui passe. Eh bien, ils se sont dit, il faut qu'on passe à quelque chose de plus moderne sous forme de vidéo. Leur objectif, c'était de renforcer leur université numérique et leur université digitale au sein de Thales Université. Ce qui les a séduits, c'est le design, l'ergonomie de leur solution, mais surtout le fait que notre modèle, mais au-delà d'être notre modèle commercial, notre vision était de dire, mais c'est ouvert pour tout le monde. Si j'ai un accès au LMS de Thales, je clique sur les éléments d'intégration qu'on a fait de façon très subtile avec Cross Knowledge d'ailleurs, qui est le LMS de ce client-là, une intégration très poussée qui font que chacun y a accès librement quand il en a besoin sur les sujets qui l'intéressent. D'accord? Donc on a démarré simplement en français, donc il y a un peu plus de 30 000 salariés en France, maintenant on l'a étendu dans le monde entier en 2 langues, en français et en anglais. Donc c'est une solution qui est ouverte, sans inscription, et l'objectif c'était former le plus grand nombre et plus souvent. Donc ouvrir une solution de formation n'a pas vocation à vous faire perdre du contrôle, vous faire perdre dans votre organisation de Learning Manager. Ça a vocation à former plus de monde et plus souvent. Et ce que je vous dis là, c'est dans le domaine de la bureautique. Et dans le domaine de la bureautique, moi, c'est une verticale qu'on connaît bien, sur laquelle on continue à progresser. Donc, je ne me prononce pas dans d'autres domaines. Pas dans le management, pas dans les process, pas dans les langues, etc. Mais dans le domaine de la bureautique, tout le monde rencontre des difficultés au quotidien. Et c'est au moment où il rencontre ces difficultés, l'utilisateur, qu'il a besoin d'une solution. Alors, Thales, c'est intéressant parce que c'est un très très grand compte et qui travaille avec une petite entreprise en forte croissance. Je vais vous parler d'un autre cas client qui est bien différent et qui est vraiment très intéressant, c'est le groupe Rabot du Tilleul. Alors s'il y a des gens du nord de la France, ils vont connaître, c'est un groupe de BTP familial, donc indépendant, qui est quasiment centenaire. On est très très loin quand même de ce que fait Thales, et très très loin des boîtes qu'on pourrait qualifier de très très branchées et précurseurs en termes de technologie. Et bien justement, pas du tout. Pas du tout. Ils ont fait un choix, c'est d'aller dans la bureautique, dans le cloud, avec une migration sur Office 365. D'accord? Et en plus de greffer un réseau social d'entreprise qui s'appelle Yammer, ça aurait pu être Jive, ça pourrait être autre chose, et un réseau social d'entreprise n'est autre qu'un Facebook, mais pour les entreprises. Et bien qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, mais attendez, la révolution dans notre organisation, il faut absolument que je mette en place une solution de formation, une solution de performance pédagogique pour chacune des personnes qui est concernée par un poste de travail, sous un mode simple. Une licence Vodéclic pour une licence Microsoft Office. Donc une nouvelle fois, la question n'est pas de savoir si chaque utilisateur de Office a besoin ou non de pédagogie. C'est juste par principe, si je veux que chacun soit performant, de celui qui est le plus performant au quotidien jusqu'à celui qui n'arrive à rien, de m'assurer que j'ai une réponse pour lui. Et votre enjeu à vous, c'est celui-là. Et l'objectif de ce cas client Rabot du Tilleul, c'est de mettre en place une solution de formation qui est aussi innovante que la promesse d'Office 365. Donc le monde des technologies, il bouge tellement vite, il faut que les méthodes de formation soient tout aussi performantes. Alors, je termine, après on passera aux questions-réponses, je crois, Michel. Pourquoi vous pourriez oser un MOOC d'entreprise avec la bureautique? Mais il y a 5 raisons d'oser fondamentalement. La première, c'est que les nouvelles technologies, le digital, la bureautique, c'est quelque chose de transversal qui concerne le plus grand nombre. Si demain vous vous dites, oh, le MOOC c'est une bonne idée, pourquoi pas, j'ouvre à tout le monde des formations en anglais, bah, oui, mais si vous êtes une boîte franco-française peu orientée à l'export, ça n'a pas d'intérêt. Donc la bureautique, c'est quelque chose de transversal. Deuxièmement, dans MOOC, il y a massif. Massif, ça veut dire comment on peut avoir beaucoup d'inscrits, mais comment on peut couvrir beaucoup de sujets. Et beaucoup de sujets, c'est assez simple. Chaque utilisateur utilise entre ce qu'il a sur son poste de travail qui a été installé par son entreprise, ce qu'il utilise sans le dire à votre DSI, et ce qu'il utilise à titre perso, il y a des dizaines et des dizaines
de savoir-faire à connaître, et tout ça c'est très volatile puisqu'il ne cesse d'évoluer. Donc ça c'est un vrai sujet pour ouvrir des contenus très très larges. Vous pouvez, Michel en parlait de notre fonctionnalité de switch horaire, rentrer dans un dispositif où j'ouvre globalement tous les contenus qui touchent au poste de travail de mes collaborateurs pendant les heures de travail, et à titre personnel j'ouvre sur tout le reste. Enfin, le just-in-time. Michel parlait de social, il a peu parlé de design, parce que tout ça, c'est couvert dans le livre blanc que vous allez recevoir dans quelques jours. Le just-in-time, ce n'est pas mon terme, c'est celui de Michel et FIFOR qui utilisent ça depuis des années, ou le juste à temps. Tout à l'heure, moi, je vous parlais de former quand on en a besoin. Mais quand on en a besoin, c'est au moment où la problématique et donc la micro-incompétence arrive que j'ai besoin de trouver une solution. Enfin, c'est un sujet fédérateur. Lancer un MOOC qui ne touche qu'une petite population dans une organisation peut générer des frustrations, peut générer de l'ambiguïté, pourquoi telle typologie de personnel plutôt que d'autres, etc., etc. Donc être un sujet fédérateur permet d'obtenir un premier succès. Et si pour vous, MOOC ou pas MOOC, c'est quelque chose de très innovant, etc., avant de généraliser ou avant d'en déployer d'autres, il faut essayer de tester quelque chose sur lequel on peut avoir une recette qui est positive et assez rapidement. Et puis troisièmement, à un moment, un MOOC, ça consiste à consommer des interfaces digitales, pédagogiques. Si votre organisation, si votre culture d'entreprise, elle est peu digitale ou elle n'est pas en avance sur le sujet, ça va être difficile de déployer une culture massive de pédagogie en ligne si par ailleurs les compétences de base en termes de technologie ne sont pas au point, sachant que les compétences de base, c'est malheureusement dans la bureautique, c'est pas comme le vélo. Le vélo, une fois qu'on a appris à en faire, on sait en faire jusqu'à la fin de sa vie. La bureautique, c'est que si vous arrêtez d'utiliser un ordinateur pendant 2 ans, vous vous réveillez, il y aura un iPad 8, on aura des oreillettes et des kits Bluetooth greffés dans le corps, et les besoins et les compétences et les usages auront changé. Donc ces compétences digitales, elles sont clés d'être appréhendées à court terme, de façon à vous aider à vous renforcer dans d'autres domaines que sont les MOOC. Voilà, donc j'en ai terminé sur ces éléments de réflexion, ces cas clients, etc. Donc je vous remercie. Et puis surtout, si ça vous intéresse de continuer cet échange, toutes les équipes de vos déclics sont à votre dispo. Et surtout, elles seront présentes à e-learning expo les 18, 19 et 20 mars. Donc n'hésitez pas à passer nous voir. On a un grand stand pour pouvoir accueillir des visiteurs. Donc venez nous voir, ce sera avec grand plaisir. Voilà, je vous remercie. Non seulement ça, Xavier, mais tu participeras ainsi que d'autres acteurs des MOOC à la table ronde FEFOR qui porte justement sur les MOOC, une conférence qui se tiendra pendant e-learning expo, donc une occasion aussi de prolonger les discussions, les échanges. Alors avant de passer aux questions, alors oui, il y a tout de suite une question. Où se situe Learning Expo 2014? C'est au parc des expositions Porte de Versailles à Paris. Oui, avant de passer aux questions, il y en a eu énormément. Au passage, d'ailleurs, Xavier et ses équipes y répondront parce qu'ils ont toutes effectivement les questions sous les yeux, donc ils y répondront plus tard parce qu'on ne pourra pas traiter toutes les questions. Mais je pense que vous le ferez, n'est-ce pas, Xavier? Je pense qu'il y a des questions qui sont très intéressantes. On va passer tout de même, j'avais prévu de le faire en tout début, mais on va le faire à la fin, c'est très bien aussi. 2 questions que je voudrais vous poser à l'ensemble de l'audience, je dirais, pour avoir votre avis, un petit peu votre perception sur les MOOC. Alors, la première question, c'est au fond l'intérêt que représenteraient les MOOC pour votre entreprise, si jamais il y a un intérêt à cela. Avec la possibilité de cocher 2 cases. Alors, la première, c'est la possibilité de donner accès à la formation à tous, l'accès aux cours des meilleurs enseignants et institutions, la variété de l'offre de formation, la formation 100% en ligne et la certification des connaissances. Voilà, vous pouvez voter et puis on verra tous ensemble le résultat que ça donne. Alors vous êtes déjà 35% à avoir voté, 40%, ça va très vite. On va clôturer dans une dizaine de secondes. Voilà, vous êtes... non, on va attendre encore... on va clôturer, vous êtes quasiment 80%.
et on va partager. Alors voilà. Voilà ce que ça donne. Donc vous avez voté massivement pour la possibilité de donner accès à la formation à tous. Bon, il ne vous a pas échappé évidemment que la formation tout au long de la vie, l'accès de la formation à tous, c'est un des points forts des MOOC et je pense que Xavier aura un commentaire à faire là-dessus. En deuxième position, la variété de l'offre de formation. Vous avez voté ensuite à 32% pour la certification des connaissances. Et puis pour 23% pour la formation en ligne, 100% en ligne, et 19% à l'accès au cours des meilleurs enseignants et institutions. Xavier, est-ce que tu as un commentaire à faire là-dessus? Oui, alors je suis surpris, mais vraiment dans le bon sens, c'est le fait que l'accès au cours des meilleurs enseignants et institutions arrive en dernier. Pourquoi donc? Non pas parce qu'intrinsèquement c'est positif ou pas, c'est que je pense que ça démontre que les votants ont compris que MOOC ne voulait pas dire forcément éducation. Et c'est vrai que le MOOC a une telle couverture médiatique, il y a encore souvent dans les grands médias nationaux, et avec les initiatives en plus publiques, et dans un pays comme la France, les initiatives publiques sont forcément nombreuses. Il y a eu beaucoup de communication comme quoi le MOOC c'est une affaire d'éducation et je pense que là le fait que cette réponse soit faible montre que nos interlocuteurs, les participants à ce webinaire ont compris que là on parle de formation professionnelle et que justement dans la formation professionnelle ce qui compte c'est l'efficacité et la performance et pas forcément qui de quoi. Vous voyez, donc, et comme c'est quelque chose qu'on défend nous historiquement, moi je fais toujours le parallèle. Rafael Nadal, je pense, est un piètre prof de tennis. Parce qu'il n'a pas envie, c'est le meilleur joueur du monde, et là où il est performant, c'est pas pour entraîner des jeunes, à les faire devenir meilleurs. Et ça, c'est vraiment une conclusion intéressante. Et puis après, les deux premiers, que puis-je dire, si ce n'est que l'accès à la formation pour tous et la variété de l'offre de formation, c'est somme toute ce que l'on propose. Mais j'en dis pas plus pour pas parce que sinon, on pourrait croire que je tire la couverture à moi, et in fine, je pense que c'est l'illustration du discours qu'on tient. Bien, alors on a une deuxième question à poser sur l'obstacle que vous pourriez voir au MOOC au sein de votre entreprise, avec toujours deux réponses possibles. Une culture d'entreprise qui ne s'y prête pas, la difficulté d'intégration dans le dispositif de formation existant, l'absence de réelles opportunités, la perte de contrôle par les équipes formation, et puis on ne sait pas encore par où commencer. Voilà. Alors on a lancé ça et... Bonne question. Vous êtes déjà 30%. Alors il faut dire qu'il y a 250 personnes en ligne, hein, donc ça prend forcément un petit peu de temps, mais vous êtes déjà plus de la moitié à avoir... on n'est pas dans le MOOC hein, avec le webinaire ce matin, mais on est quand même déjà un peu dans le massif. Hein. Et donc on va laisser passer encore 5 secondes et on va clôturer parce qu'on arrive aux 80% de votants, c'est bon. Voilà, alors le principal obstacle, alors il y a trois obstacles qui se valent presque, hein, c'est une culture d'entreprise qui ne s'y prête pas, la difficulté d'intégration dans le dispositif de formation et on ne sait pas encore par où commencer. Xavier, commentaire. Je ferai le même finalement que tout à l'heure, je prendrai le point bas, c'est-à-dire l'absence de réelle opportunité 11%. Je crois que ça démontre tous les efforts que doivent faire les éditeurs de solutions comme nous, hein, les chercheurs et les consultants comme FEFOR, etc. Tout ça dit qu'il y a plein d'opportunités, mais qu'on a encore à faire de la pédagogie et de la démonstration de la valeur que ça amène, de la démonstration que ce n'est pas compliqué à intégrer dans une organisation. Après, la culture, juste dernier sujet, la culture d'entreprise qui arrive à 52%. Pour moi, la culture, c'est une association c'est une addition de micro-phénomènes très concrets. Et pour infléchir une culture d'entreprise, eh bien, il faut répondre avec les mêmes arguments qui sont à l'origine de cette culture, c'est avec des faits très concrets. Donc, si vous avez des opportunités, il faut y aller.
L'objectif, c'est d'avoir un premier succès et après, la culture d'entreprise, mécaniquement, elle va s'y prêter. Alors en même temps, l'absence de réelles opportunités, c'est seulement 11%. Donc ça ne semble pas un obstacle énorme. Ça veut dire que concrètement, je pense qu'on a tous compris qu'il y avait quand même de formidables opportunités avec toutes les thématiques qui sont traitées par les MOOC aujourd'hui. Il y a une autre chose qui m'intéresse, c'est que on ne sait pas par où commencer, ça représente 51%. Bon, alors le livre blanc donne quelques indications sur la façon de commencer, mais je pense que avec les MOOC, on est justement dans quelque chose qui est beaucoup plus simple que dans la démarche e-learning ou la stratégie e-learning habituelle et classique. Je veux dire que quand on parle de stratégie e-learning, on doit examiner la question de la plateforme, de la production de contenu sur mesure et autres. On doit évidemment mettre en place un programme de conduite du changement, avoir une organisation spécifique du département formation, etc. On est dans des processus, une organisation qui sont relativement lourds. Là, l'intérêt du MOOC, à mon sens, c'est qu'on peut démarrer extrêmement rapidement et simplement. Alors, moi, je dirais qu'il y a la possibilité bureautique dont parlait Xavier tout à l'heure, et je le comprends, mais je pense aussi qu'on n'est pas obligé de démarrer avec la totalité des salariés de l'entreprise. On peut aussi imaginer des thématiques, ou en tous les cas, pour commencer, des thématiques pilotes qui vont permettre à quelques pionniers qui vont d'ailleurs ne plus être des pionniers rapidement, parce qu'au train où vont les MOOC, on commence à avoir accumulé beaucoup de savoir-faire dessus. Et je pense qu'il y a là une façon effectivement de commencer. Alors Aude, il y a de nombreuses questions. Il y en a une, je crois, concernant... Vous rajoutez quelque chose, Michel? Pardon, oui, tu peux ajouter quelque chose, oui, bien sûr. Juste très simplement, on a un certain nombre de clients à l'étranger, notamment aux États-Unis, et je suis frappé dans les relations qu'on a avec eux, et culturellement, donc je vais parler de notre culture, la mienne, la culture française. J'essaye de constamment rassurer les interlocuteurs sur mais non, ne vous trompez pas, le e-learning a un potentiel en termes de performance bien plus élevé que le potentiel. C'est un sujet qui n'existe pas dans les pays anglo-saxons. Donc quand vous dites une culture d'entreprise qui s'y prête pas, effectivement, là derrière, il y a les blocages, les archaïsmes de l'éligibilité de la formation. Donc on en parle peu parce que c'est pas le sujet, mais il faut aussi imaginer qu'à partir du moment où vous ouvrez un dispositif de formation à tous, votre coût par salarié et votre coût horaire de la formation est tout petit. Donc c'est un choix de modèle pédagogique. Former peu de gens très chers ou former presque tout le monde moins cher. Bah, clairement, nous, ce qu'on propose, c'est le deuxième, bien évidemment. Merci Xavier. On a eu effectivement, comme disait Michel, de nombreuses questions, donc on n'aura pas forcément le temps de répondre à tout. Mais déjà, quelques questions sur votre présentation, Xavier, concernant notamment l'étude de cas Thales. Donc une question sur quelqu'un qui nous dit qu'il pense que Thales se protège beaucoup, donc il est étonné ou elle est étonnée qu'ils acceptent une solution cloud. Et une autre question qui va un peu en parallèle, sur des grands comptes, avez-vous une idée sur le rythme d'utilisation de votre solution? Donc deux questions sur des études de cas clients grands comptes. Effectivement, pour un groupe de cette taille qui est globalement dans les communications et la sécurité, je vais faire une réponse globale. Nous, ça ne nous a pas étonné qu'il soit séduit par notre solution. Ça nous a étonné qu'il sélectionne une entreprise de cette taille. Mais il faut bien comprendre que, comme d'ailleurs la plupart des grands groupes français, et on a d'autres comptes de taille plus importante que Thales qui utilisent nos solutions d'un point de vue global, les grands comptes français sont en avance clairement sur le sujet. Et Thales a une université numérique, et notre solution est intégrée dans leur LMS, qui lui-même est dans le cloud, et qui intègre d'autres solutions que simplement de la bureautique, du management et des langues, etc. etc. Donc, mais la question pointe à quelque chose d'intéressant, c'est que lorsqu'on se déploie chez des clients avec un module SCORM, ce module SCORM en fait est une authentification sur notre solution, et que les contenus, les évaluations, toutes les notes, le compte d'utilisateur est hébergé sur nos serveurs. Donc je pense qu'il faut mettre à profit cette question
pour montrer que, justement, peut-être ce qui fait la différence aussi entre un MOOC et du e-learning traditionnel, c'est qu'on n'est pas dans un modèle de client-serveur, on est dans un modèle dans cloud. Et le cloud, qu'on le veuille ou non, de toute façon, on va tous y passer. Donc les serveurs locaux et installés sont en train de disparaître, et ils sont en train de disparaître dans tous les domaines, et dans le domaine du e-learning également. Après, sur la partie engagement, ce que je comprends, c'est finalement le taux d'utilisation. Alors, ce qui est intéressant dans notre domaine, c'est que, Michel en a un petit peu parlé tout à l'heure, nous, on a démarré directement sur le marché des particuliers. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le particulier, ça reste un utilisateur ou un salarié d'un grand compte potentiellement, mais qui paye à titre personnel. Donc, on a beaucoup travaillé sur l'ergonomie, beaucoup travaillé sur le design, beaucoup travaillé sur les flux d'informations et d'interactions avec les utilisateurs, qui fait que l'une des forces de notre solution, et comment on le mesure, simplement sur le taux d'engagement et le nombre d'utilisateurs des salariés, est sensiblement plus élevé que les alternatives concurrentes qu'on rencontre sur le marché, sur lesquelles on est en compétition quand il y a des appels d'offres. Et puis, j'ai parlé librement très librement de notre chiffre d'affaires parce qu'il est public et il est publié, nos comptes sont publiés, comme d'ailleurs c'est une obligation légale, donc nous, on respecte cette obligation. On a un taux de fidélisation de nos clients qui est élevé et contrairement à ce que peut penser éventuellement la personne qui a posé la question, voire d'autres sur ce webinaire, la majorité de nos clients ne sont pas engagés sur la durée. Ils ne sont pas dans des contrats de plusieurs années. Ils sont plutôt dans une approche de performance. Et ça aussi, c'est quelque chose de clé qu'il y a derrière la notion de MOOC. C'est si ce n'est pas performant, vous vous faites sortir. Donc il faut que vous ayez un bon produit, bon design, à belle ergonomie, avec beaucoup de contenu, avec toujours plus de contenu, ouvert à tout le monde. Et aujourd'hui, notre croissance, et on essaie de toujours faire mieux pour nos clients, démontre que leur satisfaction est élevée. Et c'est d'un côté un élément économique et de l'autre côté, c'est un rapport avec le taux d'usage qui est élevé. Merci Xavier. Une autre question pour Michel cette fois-ci. Les MOOC sont-ils un prolongement des réseaux sociaux? Alors ça, c'est une question intéressante. Je disais tout à l'heure que, et les études qu'on a pu faire assez fort avec d'autres partenaires le montrent, les réseaux sociaux sont encore très peu développés dans les entreprises. Ils n'ont pas pris. Ils n'ont pas pris sans doute d'un point d'application qui soit convaincant pour les communautés et qui les pousse à s'engager dans les échanges, etc. Je disais, le MOOC, c'est quelque part un réseau social orienté apprentissage, et c'est ça qui lui donne une formidable résonance et efficacité. C'est-à-dire qu'il constitue, à mon sens, aujourd'hui, le modèle de ce que pourrait effectivement être un système d'apprentissage collaboratif numérique dans l'entreprise. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs de noter que les MOOC sont nés dans le même contexte que les réseaux sociaux, je veux dire, en l'occurrence dans le contexte universitaire. Et d'ailleurs, sauf erreur, à Harvard, l'université américaine, puisque c'est là notamment qu'est né, comment dirais-je, qu'est né Facebook. Alors, ce qui m'intéresse, c'est aussi la vitesse, d'ailleurs, si on essaye, puisqu'on reste sur l'articulation réseau social MOOC, quelles sont les vitesses de développement? Bon, j'ai retrouvé quelque part un chiffre que j'ai trouvé tout à fait intéressant. Coursera, qui est aujourd'hui la principale plateforme de MOOC au monde, a mis 4 mois pour réunir 1 million d'utilisateurs, alors qu'il a fallu 9 mois à Facebook pour atteindre ce résultat. Donc on est vraiment là sur un phénomène qui est tout à fait intéressant. D'ailleurs, on comprend pourquoi les capitaux se ruent là-dessus. Coursera vient de lever 45 millions de dollars de capitaux. La fondation Bill et Melinda Gates investit 60 millions de dollars dans les plateformes MOOC, etc. Je crois que, y compris au niveau des États, le gouvernement français en lançant la plateforme France Université numérique, les grands acteurs se positionnent là-dessus. Ce qui me permet d'ailleurs très vite de comment dirais-je, de parler, parce qu'il y avait une question aussi, quel est l'avenir pour les organismes de formation? Alors franchement, pas seulement pour les organismes de formation aussi, mais pour ceux qu'on appelle les pure players e-learning, qui sont nés il y a 10-15 ans de la vague e-learning, qui ne venait pas forcément du monde des organismes de formation. L'avenir est un peu sombre quand même, parce que effectivement, quel que soit leur catalogue, ils pourront difficilement lutter contre ces espèces d'immenses catalogues
catalogues venant de grandes institutions. Le modèle économique n'est pas simple à trouver parce qu'aujourd'hui les organismes de formation ne peuvent pas évidemment voir cannibaliser leur prestations de base, ce sur quoi ils se sont développés par des prestations de type MOOC. Alors, il y a des travaux sur les modèles économiques, je suis persuadé que le marché va les trouver. Après tout, le meilleur exemple, c'est celui de Google, hein. C'est une plateforme qui offre gratuitement à tout internaute la possibilité de trouver de l'information, et pourtant c'est sans doute une des plus grandes capitalisations boursières au monde. Donc il faut analyser le modèle de revenus de Google, mais il y a des analyses là-dessus d'ailleurs qui montrent qu'effectivement il y a des possibilités très réelles pour les MOOC. Pour les organismes de formation, je pense qu'il faut se concentrer finalement non plus tant sur les contenus, ils ne vendent pas des contenus, mais ils vendent de la preuve que les compétences ont été acquises. Donc je pense que un gros travail qu'ils ont à faire, c'est finalement d'exprimer sous forme de questions, d'évaluation, les preuves des compétences acquises par les personnes qui passent entre leurs mains. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que les MOOC aujourd'hui commencent à gagner leur vie, c'est-à-dire en facturant les certifications, les évaluations, etc. Donc voilà, il y a toute une série de possibilités en termes de business model. Je ne peux pas rentrer dans le détail, mais il y en a au moins 4 ou 5 là qui sont bien repérés aujourd'hui. Et pour lesquels les organismes de formation auxquels ils pourraient prétendre, soit seuls, soit vraisemblablement en cadre d'alliance. Merci Michel. Alors une question pour Xavier Sillon, donc une question assez récurrente. Hein. Former tous les salariés, oui, mais à quel prix? C'est une question très commerciale qui n'a pas forcément... Oui, donc tu vas répondre rapidement. Non, mais je vais vous donner un prix qui est un... Alors d'abord, nos prix sont des prix qui sont entre guillemets publics. Hein. Donc si vous êtes une entreprise de, je ne sais pas, 600, 700 personnes par exemple, et qu'il y en a 500 qui ont un poste de travail, eh bien pour former tout le monde, il faut que vous ayez 500 licences Vodéclic. Et 500 licences Vodéclic d'un an coûtent 30 € par salarié. Donc pour 15 000 €, tous vos salariés, tous, 5, tous les 500, ont accès de façon illimitée sur tous les devices, à tout notre catalogue à l'instant T, quasiment 17 000 et quasiment 27 000 dans un an, tous les contenus, autant de fois qu'ils le veulent, toutes les évaluations, tous les glossaires, toutes les autres briques pédagogiques, tout ça pour 30 € par personne et par an. Donc pour 15 000 €, vous offrez ça à l'ensemble de vos collaborateurs. Alors si je suis dur, je prends le tarif catalogue de 2 jours de formation, par exemple sur Office 2010. Office 2010, chez nous, c'est 1200 formations. Vous voyez, c'est même pas 10% de notre catalogue. Ça coûtait il y a quelques années 800 € les 2 jours. On est quasiment à 1000 € les 2 jours. Vous formez 15 personnes dans une unité de temps qui ne correspond pas aux besoins des utilisateurs, dans des contraintes d'organisation qui ne correspondent pas au rythme effréné auquel nous travaillons tous au quotidien, etc., etc. Donc le choix que vous avez à faire, il se situe là. Il se situe sur est-ce que vous voulez former peu très cher, et après vous pouvez faire de l'intra, de l'inter, vous allez baisser le prix, vous n'allez pas faire 2 journées, vous allez faire une journée, vous allez faire une demi-journée, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le jour où un de vos commerciaux n'arrive pas à faire ce qu'il doit faire sur Excel, et qui va vendanger son action de vente le lendemain, que là vous vous direz, ah, j'étais prêt à dépenser mes 1000 € les 2 jours. Hein. Oui, mais ils n'auraient jamais été au bon moment, ces 1000 € les 2 jours. Ah ben là, vous auriez pu dépenser 30 € pour cette personne-là. Là, vous rentrez dans une approche qui est complète. Merci Xavier, on va peut-être laisser encore la place à une dernière question et on s'arrêtera là ensuite. Xavier, ça sera aussi pour vous. Alors Massif, c'est à partir de combien finalement? Est-ce bien adapté aux populations d'apprenants, salariés ou non, traité par la formation des entreprises? Et une autre question qui suit un peu, c'est un MOOC d'entreprise peut-il être intégré dans un dispositif blended déjà existant? Alors, la première réponse, la première question touche au Massif. C'est la personne et entre guillemets les auditeurs de ce webinaire qui a la réponse si c'est Massif ou pas. C'est leur choix. C'est votre choix, monsieur ou madame. Si vous vous dites mon entreprise a gagné en performance et en productivité en tirant vers le haut les compétences des utilisateurs, soit vous cherchez une épine dans une botte de foin pour trouver les gens qui sont potentiellement incompétents et qui osent le dire,
ou alors vous rentrez dans une autre logique qui est complètement différente, qui est de dire, moi je pense qu'il y a des besoins dans l'entreprise et je vous mets en place une encyclopédie universaliste de la pédagogie sur la bureautique. La différence entre universaliste et ce qu'on propose, c'est que un dictionnaire, vous rajoutez 50, 100 entrées chaque année, la langue française, elle ne bouge pas beaucoup d'une année sur l'autre. Pareil pour l'anglais. Dans le domaine de la bureautique, ce qu'on fait aujourd'hui sera différent demain. Donc si vous ne rentrez pas dans cette logique massive, vous serez toujours en train de chercher des réponses pédagogiques à des incompétences qui arrivent avant que vous soyez en mesure de proposer la réponse. Deuxième chose, vous parlez, est-ce qu'on peut le mixer avec du blended? Mais le mixer avec du blended, je vous invite à télécharger sur notre site le cas client qu'on a fait avec Thales, qui fait plus de 2 pages, qui est extrêmement poussé. La politique de Thales historiquement en France, c'est je fais du présentiel blendé avec du e-learning. Donc je forme peu de gens en présentiel, ça me coûte très cher, et éventuellement ceux qui ne demandent rien, je leur propose un petit kit de révision en ligne. Et bien avec nous, ils ont inversé leur blended. Tout le monde a accès au online, et pour les cas désespérés ou très spécifiques, je fais du présentiel. C'est une façon de faire du blended. Il y a plein d'autres façons. Après, il faut des outils. Cet outil peut être votre outil de SIRH, ça peut être un LMS, ça peut être autre chose. Ça, c'est un choix que vous avez de votre côté. Mais en tout cas, c'est complémentaire en termes de politique de formation. Je voudrais terminer sur 2 ou 3 points qui ont été soulignés aussi par l'audience. Notamment, j'ai parlé tout à l'heure de MOOC comme finalement outil de recrutement, et on pose la question, mais en quoi un MOOC peut être un outil de recrutement? Bon, comme vous le savez aujourd'hui, les réseaux sociaux sont des outils de recrutement. C'est-à-dire que de plus en plus, les entreprises font de la veille et vont chercher sur LinkedIn ou sur Viadeo des profils qui leur correspondent. Évidemment, ce sont des profils qui sont beaucoup plus riches que ceux des CV qu'on recevait autrefois, dans la mesure où, notamment, on voit toutes les interactions, la communauté, le réseau au sein duquel se situe le collaborateur, et du coup, ou le futur collaborateur, le candidat, et tout cela est très précieux pour l'entreprise. Eh bien, il est aujourd'hui admis que le MOOC demain, dans la mesure où c'est un réseau social orienté apprentissage qui permet à, comment dirais-je, à tous les apprenants, à tous les salariés de faire des travaux, d'être assidus, de décrocher des certifications, etc., sera sans doute un point d'observation extrêmement privilégié pour les entreprises qui veulent recruter les talents évidemment les plus actifs. C'est ce que je disais tout à l'heure en citant l'exemple de l'université de Virginie, hein, où une communauté MOOC a aidé des entreprises à régler des problèmes de type stratégique, et ça a débouché effectivement sur des recrutements. Donc là, il y a une voie tout à fait intéressante. Une deuxième remarque sur ce que vient de dire Xavier. Xavier parlait de l'encyclopédie universaliste. Je ne sais pas si elle existe, mais à mon avis, elle n'existe plus, parce que tout a été remplacé par Wikipédia. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on croyait que ces encyclopédies de l'ancien monde, qui étaient finalement avec un certain nombre de rédacteurs en petit nombre, appartenant à une élite, etc., étaient gravées dans le marbre pour l'éternité, eh bien, elles ont disparu avec tout simplement l'avènement d'une encyclopédie qui a des dizaines de milliers de contributeurs et qui est reconnue d'ailleurs par les meilleurs spécialistes comme une encyclopédie tout à fait d'un niveau tout à fait remarquable et à la hauteur des autres encyclopédies. Bon, je pense qu'avec les MOOC, on arrive avec ce type de dispositif potentiellement, c'est-à-dire avec des dispositifs qui risquent de mettre dans le vent la totalité des dispositifs propriétaires finalement, beaucoup plus restreints qu'on peut voir par ailleurs. Et une toute dernière remarque cette fois-ci sur le formateur. Je crois que Xavier a raison de dire que Nadal n'est pas forcément le meilleur professeur de... En même temps, il n'en sait rien. Peut-être Nadal est un très bon prof de tennis. Je veux dire par là, le formateur se voit quelque part remis en question, mais dans le bon sens du terme, par tous ces aspects. C'est-à-dire que déjà, entre le charisme qu'il a dans une salle de formation en tant qu'animateur et le charisme numérique, il y a une grande différence. Hein. On le sait très bien, un formateur peut avoir un charisme formidable en salle et par contre n'avoir aucun charisme numérique, ne pas pouvoir s'exprimer dans ce monde virtuel. Et à contrario d'ailleurs. Ce qui est très clair, c'est qu'il y aura vraisemblablement un phénomène de starisation d'un certain nombre d'enseignants, de formateurs particulièrement charismatiques et particulièrement experts de leur matière. Mais en même temps, et je parlais de Rémi Bachelet tout à l'heure parce que je crois que c'est une réflexion qu'il a faite quelque part qui m'a intéressé, il y a toute une possibilité et même énorme d'assurer un succès de MOOC avec
des animateurs de très grande qualité. L'animateur, c'est pas forcément quelqu'un qui a du charisme, c'est quelqu'un qui a une capacité très grande à dérouler des activités, à nourrir une communauté, à favoriser les échanges, etc. Être en quelque sorte une espèce de point d'équilibre de l'ensemble de la communauté et de l'aider à accoucher de ses savoirs, à construire ses savoirs collectifs, etc. Là, il y a sans doute, et on est bien entendu aussi dans un poste qui a une partie de curation de toutes les ressources qu'on peut trouver sur le web, mais on est là sans doute avec un avenir brillant à mon sens des formateurs. Donc je pense qu'il faut finir sur cette note, en tous les cas, c'est mon souhait, sur cette note, comment dirais-je, d'optimisme. Voilà, nous sommes arrivés donc à la fin de ce webinaire. Comme on l'a dit tout à l'heure, toutes les questions qui n'ont pas été répondues seront envoyées aux présentateurs, que ce soit Xavier Sillon et Michel Diaz, et qui pourront y répondre ultérieurement. Donc je remercie nos participants, l'ensemble de nos participants et nos deux intervenants, Xavier et Michel. Et voilà, je leur laisse la parole peut-être, Xavier et Michel, pour dire un petit mot de fin. Un grand merci pour votre attention, et puis n'hésitez pas à passer nous voir sur e-Learning Expo si vous souhaitez continuer à échanger, à réfléchir, ou en tout cas essayer de trouver des clés pour voir comment bénéficier de ces dispositifs. Un grand merci à Xavier, un grand merci à tout le monde pour le temps que vous nous avez accordé, et puis c'est un work in progress, un travail qui n'arrête pas. Poursuivons les échanges et aidons à construire les énoncés, les propositions dont on a tous besoin en tant que professionnels de la formation. À très bientôt et bonne journée.